Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny d'Astro Sisters nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien du laboratoire Gallia, engagé dans la liberté de parole des parents. Et oui, devenir parent, c'est une expérience unique, stimulante, mais également bouleversante. Ce que l'on appelle les 1000 premiers jours est effectivement une période décisive pour le développement de bébé, mais c'est aussi la période où vous apprenez à devenir parent. Un rôle qui implique de grandes responsabilités et donc parfois des doutes et des remises en question. Notre partenaire, le laboratoire Gallia, est persuadé qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix, car chaque bébé est unique et que nourrir son bébé raconte avant tout une histoire, la vôtre. La mission de la marque, nourrir la confiance des parents. Dans cet épisode un peu spécial, on va parler de prévention ou comment éviter les principaux accidents domestiques du quotidien. Pour animer cet épisode, j'ai évidemment fait appel au pédiatre urgentiste le plus cool des réseaux sociaux, Jules, plus connu sous son pseudo Insta @ped.urge. C'est lui qui va nous aider à appliquer les gestes de premier secours en cas d'urgence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'est dit avec Jules que ce serait plutôt cool de rappeler l'intérêt de ce fameux carnet de santé. Allez, c'est parti. La majorité des parents que je croise ne savent même pas que ce que je leur explique, c'est présent dans le carnet de santé. C'est-à-dire que le carnet de santé, on le reçoit dès la naissance. C'est-à-dire que nous, les pédiatres, lorsqu'on va examiner un bébé à la naissance, il a déjà son carnet de santé, on peut déjà mettre son examen clinique, etc. Le carnet de santé, du coup, les parents l'ont dès J0, dès J0 de vie. Et dedans, tu as plein d'infos pour commencer, les infos de la naissance qui sont très importants pour le suivi de ton enfant, puisqu'on sait si l'enfant il a des facteurs de risque d'infection, s'il est né à terme ou s'il est prématuré, s'il a fait de la fièvre à la naissance, quel poids il faisait, est-ce qu'il a nécessité une réanimation à la naissance. Déjà, tout ça, c'est des choses qui vont aider les médecins qui vont le voir après à savoir s'il y a un contexte particulier à la naissance. Donc déjà, quand on a des parents qui arrivent avec un carnet de santé, c'est une grande aide. Après, il y en a... C'est pas toujours le cas. C'est bien sûr pas toujours le cas et je m'en amuse un peu sur les réseaux sociaux parce que on est tous pareils, hein, on a tous déjà oublié, on s'est trompé de carnet de santé, on a pris celui du frère ou de la sœur, ou bien le carnet il est tout déchiré parce que le gamin il a 7-8 ans mais finalement ça a traîné je sais pas où, le chien l'a mangé, etc. Donc on s'en amuse, mais c'est hyper souvent qu'on ne l'a pas, malheureusement, alors que c'est une arme vraiment fondamentale. Et pour continuer sur l'arme fondamentale, donc bien sûr, dessus, tu as aussi la courbe de poids qui est très importante, surtout le premier mois. Vraiment, c'est très important pour nous, les médecins, de savoir comment grossit un bébé dans les 28 premiers jours. Et ensuite, tu as des pages, donc c'est dans les 10 premières pages, là je l'ai sous les yeux par exemple, dès la 14e page, tu as des conseils sur la diversification alimentaire, le bain, les pleurs. Tu as des conseils sur le sommeil. J'avais fait une vidéo sur comment coucher son bébé, comment éviter la mort inattendue du nourrisson. Tous ces conseils, ils sont dans le carnet de santé. C'est-à-dire qu'il y a une page entière sur qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Il y a des choses sur la sécurité, les troubles visuels, auditifs, ce qu'il faut faire à la maison, ce qu'il ne faut pas faire, les accidents domestiques. Et en fait, ça, déjà, c'est comme un livre, j'ai envie de dire, ça devrait devenir un peu un livre de chevet pour les parents, pour les premiers jours, à feuilleter, à regarder, à s'intéresser et à voir un petit peu tout ce qu'en fait renferme déjà ce carnet de santé. Ce que je peux te dire, c'est que quand même les informations qui sont dedans sont carrément au goût du jour. C'est-à-dire que les informations qu'il y a sur la fièvre, sur les accidents domestiques, c'est des choses qui déjà sont un peu intemporelles. Les conseils qu'on donne maintenant sont souvent les conseils qu'on donnait avant, pardon, à part par exemple les conseils sur la mort inattendue du nourrisson, parce qu'il y a plein de choses qui changent avec les études, etc. Mais le reste,
en grande majorité, tu vois, ça se recoupe et c'est mis à jour sur, par exemple, les courbes de poids, puisque les courbes de poids vont changer en fonction de la génération. Tout simplement, une courbe de poids d'il y a 20 ans n'est pas la même que maintenant. Les enfants ne grossissent pas exactement pareil. Et nous, à l'hôpital, lorsqu'on fait une courbe de poids d'un enfant, on télécharge des courbes de poids vraiment récentes pour être vraiment adaptées à sa génération, tu vois. Jules va maintenant nous donner de l'information et des conseils sur les accidents de la vie courante. Les sujets qui seront traités sont l'étouffement, la noyade, la morsure, la brûlure, l'écrasement de doigts, l'électrisation, la chute, le bruit extérieur, comment bien se protéger du froid et de la chaleur, et enfin, on terminera par l'intoxication. Cet épisode me paraissait indispensable puisque, comme nous le rappelle le site de Santé publique France, les accidents de la vie courante sont responsables chaque année de plus de 200 décès d'enfants de moins de 15 ans et sont un enjeu majeur de santé publique. Petit avertissement, ce contenu peut heurter la sensibilité de certaines personnes. On démarre cette première partie sur le sujet de l'étouffement avec le témoignage de Myriam qui nous raconte comment sa fille de 20 mois s'est étouffée avec du pain. Ensuite, on abordera les sujets de la noyade, de la morsure et de la brûlure. Elle courait partout et puis elle avait un bout de pain, du pain noir. Ah, elle n'était pas assise? Non, elle courait. Et c'était du pain, une tranche fine qu'elle avait à la main. Et en fait, en courant avec le pain, elle est tombée et le pain s'est coincé comme un clapier au fond de la gorge. Et là, donc, elle était après à quatre pattes. Mais tu l'as vu, toi, direct? Tu l'as vu? J'ai vu qu'elle a fait ça fait un bruit comme ça, comme quand tu gobes une mouche, à part que là, c'est un gros morceau de pain qui bloque le passage. Oui, en plus, c'est pâteux, ouais, ce genre de pain. C'est du pain tout fin et bien gluant, là, et pain noir un peu, tu vois, vraiment dark red, là. Et je voyais qu'elle devenait rouge, genre elle suffoquait. Elle arrivait plus, l'air passait plus. Et donc, moi, j'étais là, et donc, j'ai hurlé. Alain est arrivé parce que j'essayais de lui taper un peu dans le dos, d'appuyer sur la poitrine. Et puis après, on s'est rappelé que c'est pas ça qu'il fallait faire. Pour les enfants, ouais. Pour les enfants, il fallait les retourner par les pieds. Donc Alain était comme ça. Mais d'abord, t'avais pas mis tes... Non, c'est après. Je l'ai fait à l'envers. Donc Alain faisait comme ça. Je tapais un peu. Et comme il se passait rien, donc il secouait quand même fort. Et j'ai mis en même temps les doigts pour la faire vomir. Donc j'étais comme ça, à l'envers, puisque j'étais sur les genoux, avec Alain qui tenait Louise par les chevilles, en train de la secouer comme un prunier. Moi, j'étais à genoux, en train d'essayer de lui mettre les doigts, et elle a fini par vomir le bout de pain. Elle a fini par le faire. Ouais. Elle était rouge comme une tomate, elle ne pouvait plus respirer. Déjà, situation qui arrive quand même assez souvent, on va pas se mentir, hein. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, le corps étranger va finir par sortir et on va même pas forcément voir les enfants en urgence. Mais surtout, il y a tout ce qu'il faut pas faire, donc c'est parfait. Ce qui est bien, c'est que ça soit sorti et qu'elle aille bien, c'est parfait. Mais c'est là qu'on voit qu'on manque de formation et que le corps étranger, on devrait tous avoir une formation là-dessus. Il faut savoir que déjà, il faut reconnaître, donc c'est ce qu'elle dit bien au début de sa vidéo, reconnaître un enfant qui s'étouffe, c'est un enfant qui va avoir ce qu'on appelle un syndrome de pénétration. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va se mettre à être un peu prostré, à montrer des signes de panique. Il y a plus de son qui va être émis par la bouche, hein, souvent. Ça, c'est un signe que le corps étranger est bien obstrué dans la gorge. Parce que parfois, il y a un enfant qui peut être en train de un peu tousser. À partir du moment où l'enfant, il tousse, il est un peu gêné, il arrive encore à appeler sa mère, à respirer. Là, on n'est pas encore sur un corps étranger qu'on appelle enclavé. On est sur un corps étranger qui est en train de le gêner. Dans ce cas-là, attention, ne pas taper dans le dos au moment où on en est là parce qu'on risque de faire tomber le corps étranger plus bas. Donc, première chose à faire, un enfant qui est en train de tousser un petit peu, on peut regarder dans sa bouche rapidement. Soit on voit quelque chose, on peut aller le crocheter. Si on ne voit rien, il faut éviter dans les recommandations d'aller crocheter à l'aveugle parce qu'on risque de pousser le corps étranger plus loin. Même si c'est un réflexe humain,
Et moi, je vois toujours ma sœur en train de crocheter, de récupérer un énorme bout de saucisson dans la… Et je lui dis, c'est difficile de lui dire, il faut pas faire ça parce qu'en même temps, elle vient de la sauver, tu vois. Mais c'est déconseillé, sauf si tu vois un gros truc qui est facile à attraper. Le but à ce moment-là, c'est vraiment de stimuler l'enfant à tousser. Donc, vas-y, tousse, tousse, voilà, mon chat, tu le mets dans une position confortable et tu le fais tousser, mais tu le surveilles parce que soit le corps étranger va sortir, dans ce cas-là, c'est terminé, ou il va l'avaler, voilà, ça va bien, soit il va apparaître le moment où vraiment c'est obstrué et l'enfant va plus faire de bruit. D'accord? À ce moment-là, l'enfant est en panique, tout le monde est en panique. Et la première chose à faire, c'est de faire 5 tapes dans le dos, hein, avec le plat de la main, des bonnes tapes dans le dos entre les omoplates, vraiment, si tu veux, pour mettre de la pression. Donc, il faut tenir l'enfant devant le torse et puis il faut taper 5 fois dans le dos. D'accord? Si au bout de 5 fois dans le dos, le corps étranger n'est pas sorti, dans ce cas-là, il faut se mettre derrière l'enfant et il faut faire la manœuvre de Heimlich, c'est-à-dire prendre son poing dans la main et puis il faut le mettre juste sous le sternum, donc vraiment au niveau de l'estomac, hein, en haut du ventre. Et puis il faut tirer 5 fois vers l'arrière. Donc on a l'enfant dos à nous, hein, on se met les poings sur son ventre et puis vraiment là, et de toutes ses forces, hein, même si ta copine dit qu'elle elle a secoué, enfin, son mari a secoué son gamin comme un prunier la tête en bas, c'est une réaction humaine, mais à partir du moment où on connaît les gestes, voilà, on ne fait plus ça parce que ça, en fait, ça c'est pas prouvé comme pour marcher. Le but, c'est de la tuyauterie, hein. On a un objet qui est coincé dans une paille, il faut souffler très fort dans la paille pour que ça ressorte. Et pour souffler très fort dans la paille, il faut soit taper très fort dans le dos, soit mettre de la pression dans le ventre pour que ça souffle vers le haut. D'accord? Donc, on dit 5 tapes dans le dos, puis 5 manœuvres de Heimlich. Et à la fin des 5 manœuvres de Heimlich, si ce n'est pas fini, à nouveau 5 tapes dans le dos. Et comme ça, jusqu'à ce que ça sorte. D'accord? Soit tout d'un coup, il se remet à respirer, à tout sauter un peu, on repart au début. C'est-à-dire qu'on ne tape plus, on ne fait plus la manœuvre, on stimule à tousser. Soit ça ne se finit pas. Dans ce cas-là, bien sûr, le cas le plus extrême, c'est que l'enfant perd connaissance. Dans ce cas-là, on est sur un arrêt respiratoire et on en vient à la vidéo un peu de la noyade, c'est-à-dire qu'il faut faire du bouche à bouche, etc. Mais ça, c'est heureusement plus rare. Mais en tout cas, il faut éviter de prendre l'enfant par les pieds et de le retourner parce que, en fait, tu vas pas mettre une pression aérienne, tu vois, aérique. Le but, c'est vraiment de faire une pression par de l'air. Si tu as une paille avec un bout qui est coincé dedans, si tu retournes la paille, il va pas se passer grand-chose, tu vois. C'est vraiment mécanique. Et ensuite, le doigt, il faut pas faire vomir l'enfant non plus, parce que si tu veux, c'est pas le même trou, tout simplement. En fait, si tu fais vomir l'enfant, ça va sortir par l'œsophage qui est derrière la trachée, alors que le corps étranger est coincé dans la trachée. Donc, faire vomir l'enfant, tu risques plus de rajouter du vomi par-dessus qu'autre chose. Donc, il faut éviter d'aller crocheter dans le fond de la bouche. Donc voilà, s'il faut retenir quelque chose, c'est on fait tousser. À partir du moment où ça ne tousse plus parce que c'est trop bloqué, 5 tapes dans le dos, puis 5 manœuvres de Heimlich, puis 5 tapes dans le dos. Là aussi, vous trouverez plein de vidéos sur Internet pour les corps étrangers chez l'enfant. J'ai fait une vidéo avec mes nièces qui faisaient semblant de tousser avec un curly et on montre comment on fait. Et d'ailleurs, chez les plus petits, je dirais chez les moins d'1 an, plutôt que de se mettre derrière et de faire la manœuvre de Heimlich, comme je disais, on les met à plat ventre sur notre genou. On s'assoit et on les met à plat ventre sur le genou et on va taper dans le dos, en fait. Mais c'est toujours difficile sur un podcast, hein. Le mieux, c'est d'aller voir ces vidéos pour se faire une idée. Mais en tout cas, les mots d'ordre, ne pas aller crocheter dans la bouche à l'aveugle, ne pas faire vomir et ne pas secouer comme un prunier la tête en bas, même si c'est humain et qu'on ne peut pas leur en vouloir. C'est pas évident, c'est pas facile, mais il faut le voir une fois pour avoir les bonnes réactions. Et d'ailleurs, c'est toujours gratifiant. J'avais fait une vidéo comme ça pour commencer et j'ai eu 2-3 personnes depuis qui m'ont dit mon gamin s'est étouffé avec avec une cacahuète, avec un truc. Je me suis rappelé ta vidéo, j'ai fait les gestes et il a retoussé le truc et merci quoi. Et en fait, tu vois, d'avoir des réflexes, la tête froide. En fait, il faut avoir la tête froide à ce moment-là. Parce que personne ne va le faire pour toi en fait. Hein, tu es seul tout à ce moment-là, donc il faut le faire, il faut y aller. Et voilà, il faut l'avoir vu une fois. Et puis après, moi, ce que je conseille toujours, c'est de revoir ces vidéos de temps en temps. Tu vois, je veux dire, quand on ne le pratique pas tous les jours, on ne peut pas s'en rappeler. Hein, c'est comme tout, quand on ne le pratique pas, on l'oublie. Donc c'est de temps en temps aller faire un tour on passe notre temps sur notre téléphone tous. C'est d'aller sur YouTube, d'aller sur Insta et de regarder des vidéos de premiers secours. Ça dure 2 minutes, on voit comment on fait. Et comme ça, si un jour ça arrive à un de nos proches ou dans la rue, à quelqu'un, au restaurant, on sait réagir.
Noyade. La noyade, ça peut arriver à toute saison, bien sûr, un peu plus en été avec tout ce qui est piscine, mer, mais malheureusement, on a des histoires d'enfants qui, sans surveillance dans le bain, peuvent avoir des accidents. Donc, la première chose à dire, c'est vraiment la surveillance, c'est le maître mot, c'est avoir toujours un œil sur un enfant qui est proche d'une surface d'eau. Je vais dire un truc bête, hein, mais même un endroit où il a pied. C'est-à-dire qu'on a des accidents avec des enfants qui se noient dans un bain ou qui se noient dans une bassine, c'est déjà arrivé. Donc vraiment, il faut surveiller. Il faut surveiller dès qu'il y a un plan d'eau accessible. Et ensuite, il faut savoir réagir. Alors bien sûr, la noyade, c'est un accident encore plus grave, je dirais, que la brûlure, parce que souvent le pronostic vital peut être en jeu. J'ai fait une vidéo sur Instagram, j'inviterai les gens, s'ils veulent voir un petit peu, avoir l'algorithme en tête, parce que, je veux dire, encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir les connaissances. Si le jour où il y a besoin, c'est bien d'avoir une petite idée. Et si un jour ça arrive, eh ben, il faut sortir l'enfant de l'eau et il faut commencer une réanimation. Donc, c'est d'abord appeler à l'aide, hein, parce qu'il faut de l'aide. Et puis, il faut faire ce qu'on appelle la bouche à bouche à l'enfant, hein, puisque souvent, c'est un arrêt plutôt respiratoire. L'enfant va faire une espèce d'apnée dans l'eau, tu vois, et il va s'arrêter de respirer. C'est pour ça qu'on va souffler d'abord 5 fois dans la bouche de l'enfant pour essayer de lui apporter l'oxygène qu'il n'avait pas depuis quelques minutes. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, on va commencer un massage cardiaque. Alors, c'est toujours dur sur un podcast. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir une vidéo pour se faire plus une idée. Et la prévention, c'est vraiment le mot d'ordre. Surveiller les plans d'eau, que ça soit la baignoire. Ne laissez jamais votre enfant tout seul dans la baignoire. Bon, jusqu'à un certain âge, hein, il a le droit de prendre son bain à 15 ans, laissez-le tranquille. Mais avant, en tout cas, petit, voilà, surveillez. Ne sous-estimez pas un fond d'eau parce qu'il y a des histoires vraiment qui sont assez terribles. Donc voilà, toujours un œil dessus et bien évidemment débouer l'été à la piscine. Si on a une piscine dans le jardin, c'est enlever l'échelle parce que ça aussi, on a des accidents. Toujours enlever l'échelle, ne pas avoir d'accès à cette piscine. Et puis voilà, être alerte, vraiment, c'est le mot d'ordre. Morsure. Morsure, important. Morsure, je dirais, même si ça paraît logique aussi, hein, ne jamais laisser un enfant, surtout en bas âge, tout seul avec un chien, puisque ça a beau être le chien le plus gentil du monde. Moi, j'ai toujours l'exemple de ma nièce qui joue toujours avec le chien de ma maman. Et elle s'est jamais fait mordre, hein, mais elle est toujours en train de lui tirer la queue, lui tirer les moustaches, lui tirer machin. Et parfois, tu sens que le chien, il est à 2 doigts de la chiquer. Et pourtant, c'est le chien le plus gentil du monde. Mais en fait, je veux dire, je pense que tout chien, tu lui tires dessus à un moment, il n'en peut plus, quoi. Donc, même si le chien est très gentil, même si c'est un tout petit, parce que ça, on a des accidents avec des enfants qui se sont fait mordre au visage par un chihuahua. Enfin, c'est vraiment pas la taille du chien non plus, hein. Vraiment, les tout petits chiens peuvent être hyper dangereux quand ils sont trop embêtés. Donc, ne pas laisser le mot d'ordre, c'est de ne pas laisser des enfants avec un chien tous sans surveillance. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on a vraiment parfois des cas terribles et en plus, les chiens, enfin, souvent, c'est sur le visage, donc ça te défigure un gamin, c'est terrible, quoi. Donc, vraiment faire attention à ça. Même si le chien est très, très gentil, parce que dans la majorité des cas, c'est toujours un chien très, très gentil, en fait, hein. Brûlure. La brûlure, ça peut arriver à tout moment. Encore récemment, à l'hôpital, j'ai eu un bébé qui a juste attrapé la tasse de sa maman qui venait de se servir un thé, une tasse bouillante, qui s'est pris une douche d'eau bouillante. Et ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, un moment d'inattention, ça va hyper vite, que ça soit une poêle, une casserole, que ça soit de l'eau bouillante, que ça soit parfois le bain, hein, c'est tout bête, mais parfois le bain, on peut se brûler si on met le bébé dans le bain sans avoir vérifié. Il faut déjà reconnaître le problème. Donc, reconnaître le problème, c'est souvent, ça se transmet par des cris, hein, tout simplement. L'enfant va être très douloureux d'un coup. Une des premières choses à faire, c'est d'enlever la chose brûlante. Donc, bien évidemment, si par exemple, un bébé vient de recevoir sur son body quelque chose de brûlant, il faut enlever le body. Attention, si le body colle à la peau, ce qui peut arriver sur des très grosses brûlures, mais c'est un peu plus rare, on n'enlève pas. Mais première intention, essayer d'enlever le body. Et ensuite, il faut refroidir la blessure. Donc, on dit que pour essayer de faciliter les choses, on parle de la règle des 15. Donc, c'est-à-dire qu'on met la brûlure sous une eau environ à 15 degrés. Ça veut dire que c'est pas de l'eau gelée, quoi. Ça veut dire que c'est de l'eau du robinet à 15 degrés pendant au moins 15 minutes. Et
on fait couler, si tu veux, l'eau à 15 centimètres au-dessus de la brûlure. On fait ruisseler l'eau. Si par exemple le bébé s'est brûlé la main, on va faire ruisseler l'eau sur l'avant-bras et ça doit couler le long de la main. Donc ça, c'est assez facile à retenir, la règle des 15. Et je dirais même que dans la règle des 15, il y a le quatrième 15 qui est le SAMU, puisqu'il faut avoir le réflexe assez facilement d'appeler le 15 pour avoir une aide, pour évaluer le type de brûlure, le degré de la brûlure et ce qu'il faut faire en plus. Mais que ça soit une brûlure du premier, du deuxième ou du troisième degré, on peut déjà se permettre de rafraîchir la brûlure, on ne fera pas de mal. Et par contre, je reçois encore trop de parents, malheureusement, aux urgences qui ont mis du miel ou qui ont mis des produits homéopathiques ou qui ont mis de l'eau. Dentifrice, non? J'ai entendu Ouais, dentifrice, moi. bien sûr, crème fraîche, malheureusement, crème fraîche. Ça marche pas du tout, là. Ça marche pas, non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais fait ça aux urgences. Non, non. J'ai encore fait la story récemment et on m'a demandé si le miel marchait. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on le fait pas à l'hôpital, c'est qu'il y a eu des études qui montrent qu'il y a pas d'effet. Sinon, on aurait des gros pots de miel et aux urgences, on en balancerait sur tout le monde. Je pense qu'on a tous de l'eau à la maison et qu'il faut rester simple, il faut mettre sous l'eau et voilà. Mais surtout, retirer de la source de chaleur. Et j'en profite parce que la story que j'ai faite récemment, c'était sur un accident qui arrive plutôt l'été. C'est jouer avec un tuyau d'arrosage, tu sais, qui est à l'extérieur. Et en fait, un tuyau d'arrosage qui reste à l'extérieur pendant plusieurs minutes va contenir de l'eau qui, en fait, a eu le temps de chauffer, qui parfois chauffe jusqu'à 50, 60 degrés. Et si on ne prend pas le temps de d'abord vider ce qu'il y a dans le tuyau avant d'arroser ces gamins pour jouer, et ben, on a des histoires comme ça avec des enfants qui sont brûlés alors qu'on voulait juste les rafraîchir et on n'a pas pensé au fait qu'il y avait de l'eau bouillante à l'intérieur. Donc voilà, faire attention à toute source d'eau et se souvenir de la règle des 15. Les greffes de peau, c'est sur les brûlures du troisième degré souvent. Donc, les brûlures, comment ça se reconnaît? Une brûlure du premier degré, c'est comme un coup de soleil. Ça fait juste une petite plaque rouge. Souvent, quand on a ce type de brûlure, on n'est pas forcément obligé d'aller aux urgences. Parfois, juste le fait de mettre de l'eau, de mettre après de la biafine dessus va permettre d'aider. Le deuxième degré, ça se reconnaît parce que ça fait une bulle. Ça fait une petite bulle. On voit la peau qui se décolle. Ça fait une cloque, en fait. On s'est tous déjà brûlés, voilà, même adulte, sur le four, sur le machin, se faire une petite cloque. Ça, c'est une brûlure du second degré. À partir de ce moment-là, c'est bien de consulter puisque il va y avoir des réflexions de pansement régulières pour voir l'évolution. Parce que c'est très difficile de dire ah bah là, il va y avoir une greffe ou il va pas y en avoir. C'est-à-dire que parfois, il y a une brûlure du second degré qui peut mal évoluer et qui peut avoir besoin d'une greffe. Donc, c'est quasi impossible de dire dès le début, à part si tu as juste un petit premier degré, un petit coup de soleil, tu vois, tu sais qu'il n'y aura pas de greffe. Mais dès que ça va un peu plus loin, dès qu'on a une cloque, il faut pas hésiter à consulter. Aux urgences facilement, on a l'habitude. Et puis, on revoit souvent les enfants toutes les 48 heures pour refaire le bandage, justement, et pour voir si il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, on a pas mal d'enfants, lorsqu'ils sont brûlés sur une trop grande quantité de la peau, qu'on emmène au bloc opératoire pour les endormir, pour refaire les pansements, parce que malheureusement, ça peut être très douloureux, en fait. D'accord? Donc, à partir d'un certain pourcentage de brûlure, on les endort rapidement, on refait les pansements, et ensuite on les réveille, au moins pour qu'ils aient le moins mal possible. En fait, de toute façon, moi, ce que je conseille, c'est toujours d'appeler le 15, parce que le 15, ça reste une plateforme aussi d'information, c'est-à-dire qu'on peut poser des questions, ils vont décrire la brûlure. Si on a une brûlure de 5 cm, une petite tache rouge, sans bulle, et bah, dans ce cas-là, je pense que le 15 dira, vous surveillez, vous allez voir votre médecin traitant demain, etc. Si par contre, ça va plus loin, soit sur la taille de la brûlure, soit l'enfant est très petit. Faut toujours prendre en compte l'âge de l'enfant. Un enfant de moins de 3 mois est toujours plus fragile, donc on va plutôt tendance à avoir à consulter. Et puis, dès que ça fait une bulle, il faut pas rester chez soi, il faut consulter parce que ça nécessite un avis médical, voire parfois chirurgical. Et avant de passer à la suite de ce podcast, j'aimerais remercier le laboratoire Gallia pour son soutien. Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que, depuis plus de 50 ans, les équipes de sages-femmes et nutritionnistes du laboratoire Gallia s'inspirent du miracle du lait maternel pour accompagner votre bébé au quotidien et répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques avec des formules contenant des ingrédients naturellement présents dans le lait maternel. Le laboratoire Gallia propose une gamme complète de solutions adaptées afin de nourrir votre bébé selon son histoire, la vôtre. Avec le laboratoire Gallia, retrouvez Calisma Bio 2, alliant expertise et exigence de l'agriculture biologique, mais également la gamme Bébé Expert pour répondre à des besoins plus spécifiques. Laboratoire Gallia, votre histoire, notre expertise. Dans cette deuxième partie, on abordera les sujets de la chute, de l'écrasement de doigts, de l'électrisation, du bruit, de la protection du chaud et du froid,
et enfin de l'intoxication. Mais avant, voici le témoignage de Myriam qui nous raconte comment sa fille de 6 mois a chuté de sa table à langer. Et donc là, une fois, je sais pas, elle avait dû faire caca, il y en avait partout, un truc comme ça. Donc je la plaquais avec ma main, comme ça, et j'ai voulu rincer un gant avec de l'eau. Parce que bon, après, même si tu prends une lingette ou un coton, mais des fois, c'est quand même mieux avec de l'eau et tout. Donc je la tenais, je faisais ça de l'autre main dans l'évier, et elle a tellement bougé. Et là, elle m'a échappé des mains, et là, j'ai entendu. Et là, je suis tombée où, alors? Entre le bidet et la baignoire. Et en fait, le bidet dépassait un peu. Donc, elle se serait pris le bord du bidet. Mais bon, elle est tombée pile entre les deux, mais elle est quand même tombée comme ça. Et ça fait ce bruit. Enfin. Pire. Parce que là, c'est avec la main. C'était à l'arrière du crâne. Et après, 2 secondes après, elle s'est mise à hurler. Donc, plutôt positif, du coup, après. Ouais, et donc après, j'appelle, évidemment, immédiatement la pédiatre parce qu'il était encore tôt, il était 18h30 je dirais. Donc, je savais que la pédiatre était encore au cabinet. Mais du coup elle avait je sais pas, elle avait un truc ou pas? Rien. Elle avait rien de physique. Rien. Ouais. Et donc là je pleurais et tout ça, et puis avant que je puisse m'exprimer, donc docteur Pouget me dit vous avez fait tomber votre enfant? Il est tombé du lit, de la table à manger? Ouais, ça arrive quoi. Ouais, bah, belle anecdote. Et là, il n'y a pas grand-chose à corriger. Hein. Elle a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que elle surveillait, elle a mis, elle essayait de mettre sa main sur son bébé pour pas qu'il tombe. Les chutes des tables allongées, ça arrive malheureusement assez fréquemment parce qu'en fait, on a tendance à facilement se retourner. Et il suffit d'une minute que l'enfant soit en âge de pouvoir pousser sur ses pattes pour, glisser. Le premier mot d'ordre, comme d'habitude, c'est faire attention. Donc, quand c'est des tout petits comme ça, ne pas les laisser en hauteur seuls, bien sûr, premièrement. Les attacher dans le cosy, parce que ça, on a pas mal d'enfants qui tombent de cosy aussi. Un cosy tombé, posé sur le canapé, tu sais, et l'enfant est pas attaché, le cosy tombe, l'enfant tombe. Voilà. S'endormir avec son enfant dans les bras, ça arrive malheureusement. Quand on sent qu'on commence à s'assoupir, c'est bien de le poser dans son lit, puisque on a des bébés qui tombent des bras des parents, qui peuvent se cogner. Avant 3 mois, souvent, on conseille quand même d'avoir un examen clinique facile par un médecin parce que les enfants peuvent moins se plaindre. Ils ne montrent pas forcément des signes qui sont faciles à reconnaître et surtout, ils dorment beaucoup. Et un des signes sur un traumatisme crânien, c'est la somnolence. Donc, un bébé qui dort beaucoup, c'est difficile de savoir s'il est somnolent ou pas, tu vois. Donc, souvent, nous, on dit moins de 3 mois. C'est bien de montrer son bébé qui s'est cogné, qui est tombé à un médecin. Après, plus loin, le risque, c'est quoi sur un traumatisme crânien? Donc déjà, pour définition, traumatisme crânien, c'est juste un choc à la tête. Parfois, je vois des gens, ils me disent « Mais non, il s'est juste cogné la tête, c'est pas un traumatisme crânien. » Et je leur dis « Non, mais en fait, le traumatisme crânien, si tu te prends une pomme sur la tête, c'est un traumatisme crânien. C'est-à-dire que tu te cognes sur ton coffre, c'est un traumatisme crânien. C'est juste un traumatisme sur le crâne. » Et ça ne veut pas dire gravité ou pas. Le risque, c'est quoi? C'est le saignement dans la tête. C'est ça dont on a peur en tant que médecin. Si un enfant saigne dans sa tête, il aura des signes cliniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saigner dans sa tête en étant comme toi et moi, en parlant comme ça, en allant bien. Si on saigne dans sa tête, on aura des signes. Donc souvent, c'est pour ça que la surveillance est très importante. Il y a des gens qui nous disent « Mais j'ai peur qu'il soit en train de saigner dans sa tête. » Si son enfant il est en train de jouer dans la salle de jeu, il ne peut pas être en train de saigner dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'il y a eu une perte de connaissance? Une perte de connaissance, c'est un critère quand même de gravité. Ça veut dire qu'il s'est bien cogné. Donc là, il faut consulter aux urgences. Est-ce que l'enfant est somnolent? Une somnolence inhabituelle. L'enfant est, voilà, on le réveille, mais dès qu'on le stimule pas, il s'endort. Ça doit faire consulter aux urgences aussi. Des vomissements répétés. Donc souvent, on dit qu'après un trauma crânien, on peut vomir 1, 2, 3 fois. Il y a une espèce de réponse un peu vagale, tu vois, où on n'est pas bien. Mais s'il vomit plus de 3 fois, il faut consulter aussi. Et puis après, il y a la hauteur de la chute. Un gamin qui dévale les escaliers, il vaut mieux le faire examiner. S'il tombe de 2 mètres, il vaut mieux le faire examiner. Mais voilà, il faut garder en tête le comportement de l'enfant. Quand on a des parents qui arrivent aux urgences avec un gamin qui, voilà, les parents sont en panique, mon enfant il est tombé sur la tête et qu'en fait tu vas le chercher dans la salle d'attente, il joue avec tous les autres enfants de la salle d'attente, tu sais que t'es pas sur quelque chose de grave, tu vois. Tu sais qu'il va bien.
Par contre, un traumatisme crânien qui va pas bien, l'enfant, il est tout pâlo, il est complètement somnolent, il vomit, bah là, tu te dis, il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc voilà, il faut savoir surveiller ces points-là. Et puis, encore une fois, le mot d'ordre, c'est aussi de savoir consulter quand on a un doute, parce que voilà, on n'est pas tous médecins et on peut pas tous avoir. Et on dit aussi que le traumatisme crânien, on peut saigner un peu a posteriori, c'est-à-dire qu'il faut surveiller ces signes-là pendant 48 heures. Tu vois, on a des enfants qui vont très bien pendant 6, 7, 8 heures et après qui sont moins bien quand même. Donc, il faut avoir en tête que pendant 48 heures, il faut pas qu'ils soient tout seuls, il faut les avoir à l'œil et puis il faut les surveiller. Écrasement de doigts. Tu as tout à fait raison. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que tu avais raison d'en parler. J'en ai pas encore parlé sur Instagram, mais ça, on en reçoit tous les jours, je dirais, hein. Faire attention aux courants d'air. Parce que les gros courants d'air, on se retrouve avec des doigts coincés. Alors le pire, c'est souvent les doigts qui sont coincés, pas du côté de la serrure, mais plutôt de l'autre côté, tu sais, le côté où la porte est attachée, quoi. Ça fait mal. Je pense que des enfants qui mettent les doigts partout, avec en plus souvent ça arrive, tu sais, avec le grand frère ou la grande sœur qui ferme parce qu'il veut être tranquille dans sa chambre. Faut faire gaffe. Après, il y a plein de petits outils qui existent pour éviter ça. Tu sais, des blocs-portes. Je pense que quand on a des enfants en âge de mettre un peu les doigts partout, c'est pas trop mal d'avoir ces petits outils-là, parce qu'encore une fois, ça peut arriver à tout le monde sur un courant d'air, sur un mauvais geste, etc. Et ça, on se retrouve avec des enfants avec des doigts en compote qui hurlent de douleur à l'hôpital. Alors heureusement, il n'y a pas de pronostic vital, hein, on est sur quelque chose de mécanique, mais ça fait super mal et souvent il y a une prise en charge opératoire derrière. Donc voilà, faire très attention à ça et pas hésiter à prendre des petits outils type bloc-porte si on a des enfants en bas âge, quoi. Après, il y a la voiture, la porte de la voiture. Tu as tout à fait raison, on en a quelques-uns aussi. Donc, je dirais, malheureusement, il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment regarder toujours que votre enfant n'a pas les mains proches voilà, du bord de porte. Heureusement, maintenant, les voitures sont pas mal faites, puisque en fait, il y a des il y a des grosses parties en plastique qui font que quand tu fermes la porte sur tes doigts, et bah, tu as le doigt qui est pas écrasé en fait, il rentre dans la mousse, tu vois. Et on a eu des enfants comme ça qui sont venus, oh, il s'est coincé les doigts dans la porte et en fait ils ont quasi rien. Donc tant mieux, les voitures sont de mieux en mieux faites là-dessus. Mais en tout cas, voilà, bien garder l'œil et faire attention à pas fermer la porte à l'aveugle en tout cas. Électrisation. En cas de enfant en bas âge qui fait du quatre pattes, etc., c'est de mettre des petits cache-prises, hein, tout simplement parce que à partir du moment où on fait du quatre pattes, on va mettre les doigts partout, on va mettre des objets dans les trous, on va trouver un crayon, on va le mettre dans la prise. Ça, c'est dangereux. Après, je dirais que maintenant, les prises sont de plus en plus sécurisées, donc il y a moins ces accidents-là. Mais il faut quand même le garder en tête. Et puis, il faut se dire que si jamais il y a un accident de type donc, on appelle ça une électrisation. L'électrocution, c'est quand ça amène à un décès. On dit une électrisation et dans ce cas-là, il faut toujours consulter puisque nous, aux urgences, quand ça arrive, on fait au moins un électrocardiogramme, tu sais, un enregistrement cardiaque, puisque l'électrisation, ça peut avoir des conséquences sur le rythme cardiaque. Donc, on vérifie l'état QTV parce que ça peut faire des brûlures et on fait un enregistrement du cœur. Mais je profite de cette partie sur l'électrisation, puisque on a eu récemment une patiente aux urgences qui s'est électrisée, du coup, en rechargeant son portable dans son bain. Et c'est pas pour les petits, mais c'est quand même important d'en parler, puisque ça peut arriver à tout le monde. Et malheureusement, elle avait mis son portable à charger à côté de son bain, elle a pris un bain, et en fait, elle a eu la mauvaise idée de répondre à son téléphone qui a sonné. Et en fait, elle s'est retrouvée forcément avec de l'eau sur la prise et avec une électrisation à du 220 volts, quoi, tu vois, dans son bain. Ça, c'est vraiment l'erreur bête, mais ça peut arriver. Et voilà, les gens n'y pensent pas forcément. C'est comme si tu allais mettre tes doigts dans la prise avec de l'eau sur tes doigts, quoi. Enfin, et elle était brûlée au 3e degré parce que sur du 220 volts, elle avait des endroits noirâtres où c'était vraiment des grosses brûlures. Et après, on avait dû la surveiller à l'hôpital en réanimation, etc. Donc vraiment, attention, le téléphone dans la baignoire, why not, mais ne le branchez pas, quoi. Mais en tout cas, attention à ça. Et du coup, les jeunes enfants, maintenant, les enfants ont malheureusement des téléphones de plus en plus tôt. Faire gaffe à ça parce que ça peut paraître bête, mais ça peut être
ça peut être dramatique. Le bruit. Le bruit, je dirais que on est moins, bien sûr, dans l'urgence vitale et dans l'urgence fonctionnelle. On est plus dans la protection au jour le jour. Bien évidemment, il faut s'imaginer que les enfants sont plus sensibles au bruit. Ils sortent quand même du ventre de leur maman où c'était tout calme, où ils avaient des bons bruits blancs, ça se passait très bien. Et puis là, on les met dans une ambiance sonore où ça crie. Voilà, faire attention quand on a son bébé dans les bras, à pas mettre son portable trop fort. Quand tu regardes la télé et qu'il dort à côté, pas mettre à fond. Voilà, s'imaginer qu'ils ont une sensibilité bien plus exacerbée au début. Et d'ailleurs, nous, par exemple, les bébés prématurés, euh, il y a dans le service, tu sais, une oreille avec un détecteur de bruit, de décibels. Et dès qu'on parle trop fort dans le service, cette oreille s'allume. Ça prouve qu'on parle trop fort et ça gêne leur développement. Donc, c'est poussé à l'extrême parce que c'est chez les prématurés. Il faut s'imaginer qu'un bébé en bas âge, bah, il a aussi besoin de se calmer et qu'on fasse attention à ça, quoi. Pour en arriver à quelque chose de dangereux, c'est vraiment, voilà, tu fais péter des pétards à côté, tu vas dans un concert, tu les mets à côté d'une enceinte. Je pense que ça, c'est quand même assez rare que les gens fassent ça. Je dirais que le plus souvent, c'est surtout de faire attention au quotidien pour le développement, tu vois. Parce que le truc vraiment qui va gêner leur audition, qui va abîmer leur audition, faut vraiment pas faire gaffe, je pense. Faut vraiment les emmener dans un concert ou dans un truc comme ça, ou qu'il y a un gros bruit, tu vois, juste à côté, un pétard involontaire. Dans ce cas-là, il faut consulter, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment au quotidien pour pas gêner leur développement et faire qu'ils se développent bien, avoir pensé à ça et se dire que déjà, quand pour nous c'est fort, c'est que pour lui, ça doit être très très fort, tu vois. Froid, chaud. Souvent, on dit il faut bien se couvrir, on va attraper froid. En fait, le froid, ce qu'il y a, c'est que le froid diminue un peu les défenses immunitaires et on peut plus facilement choper un petit virus, un petit truc qui passe. Voilà. Après, sortir bien couvert, c'est à peu près logique. C'est-à-dire que si nous, on sort avec une écharpe, bah, on va mettre une écharpe à son gamin. Si nous, on a froid dehors parce qu'on n'a pas de gants, bah, faut imaginer que lui aussi, il est froid. Ouais. Le froid, souvent, c'est un peu plus basique que le chaud. Le chaud, les parents ont moins, tu vois, le chaud, ça fait moins peur. Le bébé, il va bien, il fait beau, il fait bon. Le chaud, faut faire super attention. Je pense à un truc, c'est l'insolation. Premièrement, hein, tout simplement, mettre un chapeau, hydrater régulièrement, mettre l'enfant à l'ombre parce qu'ils n'ont pas besoin d'être hyper bronzés comme nous. Et faire hyper attention à ça. Une deuxième chose, c'est les bébés dans les poussettes. Un sujet hyper important, c'est que on voit plein de jeunes parents qui pensent bien faire en mettant un voile, tu sais, un espèce de petit drap, une couverture pour faire de l'ombre. Et en fait, ça fait un effet de serre incroyable. Et du coup, à l'intérieur, elle peut monter jusqu'à 30, 40 degrés. Et en fait, on voit des bébés complètement déshydratés avec les parents qui nous disent, on comprend pas, on se baladait et on l'a mis à l'ombre toute la journée avec un drap sur la poussette. Mais en fait, on fait pire que mieux parce qu'il n'y a plus aucun passage d'air. Donc, le but, c'est vraiment de mettre plutôt un petit, tu sais, les petits parasols, les petits trucs, les petits parapluies qui permettent de protéger l'enfant, mais surtout, laisser un passage d'air. Vraiment laisser un passage d'air. Faut s'imaginer, toi, tu es en plein soleil et tu te mets des couvertures autour de toi, mais en fait, tu vas cramer, quoi. Donc, là, c'est le chaud, pensez à ça, surtout pour les bébés, ne rien mettre sur la poussette, ne rien mettre dessus et laisser l'air passer. C'est Voilà, vrai qu'on y pense moins. ouais, on y pense carrément moins et on pense bien faire, tu vois. Donc vraiment, ça, il faut faire de la prévention là-dessus. Et on en voit tous les ans qui arrivent aux urgences déshydratés, un peu desséchés, des petits raisins secs là, parce qu'ils avaient une couverture toute la journée, alors que les parents se sont juste baladés sur les quais ou juste machin. Mais en fait, ils étaient dans un sauna depuis 5 heures et puis voilà. Donc faire très très attention à ça. L'intoxication. Apparemment, quand j'étais petite, je faisais un tea time quoi, avec mes poupées. Et en fait, au lieu de mettre de l'eau ou des trucs dans mes tasses, j'ai mis de la javel. Bien vu, bien vu. Bien vu, accident domestique. Ah oui, tu avais parlé des intoxications. En effet, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On l'a sauté celui-là. Ouais, c'est un très beau sujet. Ça aussi, on pourrait en parler des heures. Mais bien sûr, tout ce qui est intoxication à la maison, le mot d'ordre, c'est si on peut mettre en hauteur, c'est le mieux, hein, parce que la hauteur, c'est ce qui fait éviter au maximum des problèmes. Parce que les tiroirs qui s'autobloquent, les machins comme ça, il y a toujours un moment où c'est pas bien fermé et tu as des accidents. Donc, faire attention à ça, en hauteur si possible, plus. Les médicaments,
On en voit tous les 2 jours. Tu vois, les médicaments de mamie, les médicaments de papy sur la table, ou les médicaments de maman ou papa sur la table de nuit, un somnifère, un machin qui traîne. Il faut faire super attention à Et les ça. enfants les prennent? Ouais, les enfants les prennent pour, tu vois, comme des Smarties, quoi. Hein. Ils ont un âge où, quand ils commencent à mettre tout à la bouche, ça va hyper vite. Donc, des intoxications médicamenteuses involontaires, on en a pas mal. Il faut faire attention. Il faut tout mettre, voilà, sous clé, en hauteur. Il faut vraiment, tu vois, c'est tout bête, hein, mais moi, par exemple, j'ai ma copine qui prenait juste des œufs phytos, tu sais, genre, c'est un truc, c'est des Hmm. plantes, un peu, mais c'était sur la table de nuit. Mes nièces sont venues chez moi, je les ai retrouvées en train de jouer avec ça. Je me suis dit, mais heureusement que c'était pas, tu vois, un truc dangereux, quoi. Et c'est tout bête, mais il faut penser à ça. Et la table de nuit, c'est le truc typique, ou dans la salle de bain, tu sais, un truc qui traîne. Donc ça, vraiment faire attention à ça. Et un petit message spécial pour les piles-boutons. Ça, c'est vraiment mon combat. Les piles-boutons, il faut les virer de la maison. Alors, il y en a dans les télécommandes, il y en a dans les télécommandes des voitures, il y en a dans les livres musicaux. Attention, hein, quand on achète de plus en plus dans des petits magasins type Action, tout ça, parce que c'est pas cher, mais en fait, il n'y a pas la marque CE. Ça veut dire que l'endroit avec les piles, ça s'ouvre tout seul. Et une pile-bouton, en l'espace de 6 heures, ça te perce l'œsophage. C'est-à-dire que l'enfant le mange, ça va se coller dans les parois de l'œsophage et ça peut percer l'œsophage. C'est-à-dire que ça te fait un trou, hein, c'est une brûlure. Donc, c'est des enfants qui peuvent être hospitalisés des mois et des mois et on en a régulièrement parce qu'il y en a partout. Il y en a dans les télécommandes de garage, il y en a dans les télécommandes de télé. Donc, moi, ce que je conseille aux parents, c'est de faire le tour de la maison, c'est de virer toutes les piles boutons, de les mettre en hauteur, de les mettre dans un sac. Heureusement, maintenant, il y a Duracell qui essaie de faire un truc avec des piles avec un goût amer, tu vois, mais ça sauve pas tout. Vraiment, le mieux, c'est de les mettre de côté. Ne pas laisser son enfant jouer avec les clés de voiture, c'est tout bête, mais une clé de voiture, tu as souvent des petites piles boutons dedans. Ça va hyper vite. Et en plus, parfois, ça passe inaperçu. Tu sais, il y a une petite pile qui passe, le gamin, on n'a rien vu. On le voit 2 jours après parce que il commence à vomir et là, c'est un peu tard, tu vois. Donc, très Ah, c'est attention. chaud. Ah, Les c'est piles, horrible. vraiment, ça, on s'en rend pas compte. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une des vidéos les plus vues de mon compte, je pense, parce que ça fait peur et que c'est un truc vraiment qui peut arriver à tout le monde. Et en fait, j'ai mis une liste des objets qui peuvent l'avoir à la maison, mais on est hyper surpris, tu vois. Dans les jouets, il y en a. Donc, quand c'est une marque CE, normalement, il n'y a pas de souci. C'est pas accessible, mais faire super gaffe à ça. Et j'ai plein de gens qui m'ont répondu en commentaire, bah, j'ai fait le tour à la maison, j'ai trouvé 6 piles boutons, j'ai tout jeté à la poubelle parce que ça fait des catastrophes. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des enfants hospitalisés depuis 8 mois à l'hôpital pour ça parce que ça te fait des trous dans des, dans des tuyaux qui sont pas censés avoir des trous. Donc De- voilà. Mais c'est quoi? C'est une réparation chirurgicale? Ouais, ouais, c'est réparation chirurgicale, mais en fait, si tu veux, la pile, elle va faire une réaction chimique avec la muqueuse qui fait que ça va faire une brûlure et ça peut te trouer l'œsophage. Et ensuite, quand tu as un trou dans l'œsophage, bah, tu as des risques d'infection. Juste derrière l'œsophage, tu as l'aorte qui est l'artère la plus grande du corps et la plus grosse. Donc, il y a des décès sur ça. Hein. Vraiment, c'est un sujet hyper important et qui est encore trop mal connu. Et il y a très, très peu de prévention à ce niveau-là, ce qui est complètement, pour moi, aberrant. Mais il faut faire vraiment attention à ça. Donc ça, c'est vraiment un mois à passer et j'essaie régulièrement de repartager cette vidéo que j'ai faite sur ça parce que il y a encore des gens qui connaissent pas et il faut faire super gaffe. On Ok. profite sur les sujets un peu badants parce que ça aussi, ça arrive souvent, c'est les injections de cannabis accidentelles. Attention, hein, cannabis, voilà, que ce soit récréatif à la maison, quelqu'un qui en consomme ou que ce soit après un anniversaire, une fête où on va chez des amis et il y en a sur la table. Un gamin qui en mange, euh, il tombe dans le coma. Hein. Le cannabis ingéré, ça fait des comas chez les enfants. Donc, que ce soit festif, il faut toujours mettre ça en hauteur. C'est comme tous ces produits-là. Le mieux, c'est de pas en avoir. Et puis, si on en a, bah, il faut le mettre sous clé, il faut le protéger. Et c'est toujours pareil. Hein. C'est sur un moment d'inattention, on va aux toilettes, on va machin. Le gamin, il joue avec ses copains autour, et il chope un truc. Et puis, nous, on se retrouve aux urgences avec des gamins dans le coma parce qu'ils ont mangé une boulette de shit, tu vois. Donc, faire super attention à ça. Et ça, c'est aussi pas assez connu, tu vois. T'imagines, c'est un espèce de gros bad trip, Ouais. comme sur un space cake, tu vois, parce que l'ingestion, en fait, tu l'élimines beaucoup moins rapidement que la fumée. Donc, une fumée, la fumée, tu vas l'éliminer en quelques heures. L'ingestion, ça peut prendre 48 heures avant de l'éliminer complètement.
Et pour un enfant qui va faire, tu vois, qui a 1 an, qui est tout petit, et ben pour lui, c'est un énorme space cake, quoi. Donc, il se retrouve dans le coma. On a des enfants qui sont intubés à cause de ça, qui sont, voilà, qui se réveillent pas pendant 2 jours et c'est hyper dangereux. Donc, ça aussi, même si on finit un peu sur un sujet, voilà, c'est hyper important de faire attention à tout ce qui traîne à la maison. Donc, faites le tour à la maison, regardez les piles boutons, regardez s'il n'y a pas des médicaments sur les tables de nuit, s'il n'y a pas, voilà, récréatif, du cannabis à côté d'un paquet de clopes, n'importe. Faites attention à tout ça et en hauteur le plus possible parce que les tables basses et les tables de nuit, c'est terrible pour ça. On est là, les pédiatres, tu vois, la pédiatrie, notre but, c'est de protéger l'enfant, quoi. Tu vois, à un moment, nous, notre but, on n'est pas de la police, on n'est pas gendarme, on n'est pas policier, on est là pour protéger l'enfant et c'est notre objectif principal. Et quand l'enfant a un problème, nous, on est là pour l'aider et pour faire que ça ne se reproduise plus. Mais après, les gens, tu pourras jamais les empêcher à faire ce qu'ils veulent chez eux, tu vois, et on n'est pas là pour ça. Encore une fois, on est là pour protéger leurs gamins et on veut pas que ça se reproduise. Et si ça arrive une fois, bah, c'est terrible, mais on fera ce qu'il faut pour qu'il aille mieux et que ça soit l'histoire ancienne, tu vois. Pour conclure ce podcast, et parce qu'il n'est pas toujours simple de trouver les réponses aux questions du quotidien, le laboratoire Galia a créé un service personnalisé avec équipe de sages-femmes, nutritionnistes et experts qualité pour vous écouter et répondre à vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce service est accessible par téléphone ou par email sur le site www.laboratoire-galia.com. Je tiens à remercier Jules d'avoir pris le temps de nous expliquer comment répondre au mieux à une urgence. Je vous recommande vivement de vous abonner à sa page Instagram sous le pseudo @ped.urge. Vous pouvez retrouver les vidéos de prévention dont on a parlé tout au long du podcast. N'oubliez pas que des numéros sont à votre disposition en cas de besoin. Le 15 pour toute urgence médicale et le 119 pour tout soupçon d'enfant maltraité. La suite de cette série immersive de la parentalité continue avec 8 autres épisodes. Dans le prochain podcast, on parlera du sommeil de bébé. N'hésite pas à suivre toute l'actualité de The Parents Show sur la page Instagram @TheParentsShow. Moi, je te retrouve très vite dans le prochain épisode de cette série de folie. XOXO, The Parents Show.